Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous n'avez pas eu de problème pour venir ce matin? L'Île-de-France est sous la neige, les transports scolaires sont arrêtés, certaines routes sont fermées. Alors pour l'instant, il n'y a pas de problème sur le ferroviaire, c'est la bonne nouvelle. Donc on touche du plexiglas ici à CNews, mais effectivement, les bus sont à l'arrêt. Est-ce qu'il faut que le plan grand froid soit déclenché pour mettre à l'abri ceux qui sont les plus vulnérables, pour ouvrir des hôtels vides, les réquisitionner éventuellement pour mettre à l'abri toutes ces personnes? Oui, nous avons énormément de personnes vulnérables en Île-de-France qui aujourd'hui sont à la rue. Et effectivement, ce plan grand froid permettrait de les soulager. J'ajoute qu'à la région, ce matin, nous ouvrons nos hôtels pour accueillir les étudiants en situation de très grande précarité. Les hôtels de la région, donc? Non. 4 hôtels Accor. D'accord. 4 hôtels Accor que nous avons loués jusqu'à juin. Pour faire face, alors c'est plus large que le grand froid, c'est pour faire face à l'urgence de la précarité des étudiants pendant cette pandémie, qu'ils soient en BTS, en classe préparatoire ou à l'université. Nous avons des étudiants qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de payer leur chambre parce que les boulots étudiants se sont arrêtés, parce que leurs parents ont des difficultés financières. Et donc nous allons en loger une centaine et faire un partenariat avec les CROUS des 3 académies pour pouvoir, après les avoir recueillis dans les hôtels, pouvoir les transférer dans des vraies chambres étudiants. Et la région fera des avances sur les aides au logement, les APL, parce que vous savez bien qu'il faut avancer 2-3 mois de caution quand on veut prendre un logement. Donc si on veut stabiliser ces jeunes dans du logement. Donc ça concerne une centaine de jeunes, ça va s'étendre comme dispositif ou pas? Oui, on a une centaine de chambres pour l'instant. On peut monter à 200 chambres en urgence. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un parcours. C'est-à-dire, on les recueille dans ces hôtels. Et on a déjà des dizaines de jeunes qui sont inscrits. On les recueille dans ces hôtels. Et ensuite, on les transfère, on les stabilise dans des vraies chambres étudiantes. La pandémie, évidemment, les a beaucoup affectés. Absolument. Les jeunes, les étudiants en priorité. L'hypothèse d'un reconfinement semble s'éloigner. Olivier Véran a dit qu'il était même possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Il prend un risque que vous validez? À ce stade, nous n'avons pas accès à toutes les prévisions sanitaires du gouvernement, donc je suis très prudente. C'est pas à moi de faire des pronostics. Je ne lis pas dans les boules de cristal. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec la pandémie. Et pendant encore de longs mois, parce que la vaccination ne sera pas effective avant de longs mois. Et on voit même que les variants peuvent remettre en question l'efficacité vaccinale. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à concilier la vie économique, à concilier la vie tout court avec la pandémie. Et je crois que le gouvernement va dans la bonne direction en essayant en tout cas de le faire. Avec l'ouverture des lieux de culture, des musées ont ouvert à Perpignan sous l'impulsion de Louis Alliot. Vous pourriez faire la même chose, des expérimentations à la région? Ah mais j'y suis très favorable. D'ailleurs, je l'ai dit, la région est prête à financer toute expérimentation de testing salivaire, antigénique à l'entrée des lieux de culture. Je pense que quand on ouvre les magasins, pendant les vacances scolaires, on devrait pouvoir réouvrir les musées. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit non à toutes ces expérimentations? Vous êtes surprise? Il faut faire preuve de prudence. Il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres aussi. Moi, je plaide pour la régionalisation. Je plaide pour travailler la main dans la main avec le gouvernement, que les régions soient partenaires et non pas considérés comme des adversaires, et qu'on puisse effectivement lancer des idées neuves, essayer des solutions nouvelles. En tout cas, avec tous les acteurs du monde de la culture, il y a une vraie demande d'essayer des tests, notamment pour pouvoir ouvrir les lieux de culture. Un petit mot des établissements scolaires. Ils vont désormais fermer dès que la présence d'un des variants va être détectée. C'est la bonne solution. Il faut être absolument... il faut tout faire à la fois pour les laisser ouverts, là où il n'y a pas de cas, mais dès qu'on a la présence d'un variant, il faut tout fermer. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut tout faire pour laisser les écoles ouvertes. Pour les laisser ouvertes, il faut les prémunir contre l'effet cluster. Donc je pense qu'effectivement, si le gouvernement le dit, c'est qu'il faut le faire. Sur les prises de rendez-vous concernant les vaccinations, il y a toujours autant de retard. Il y a des centres de vaccination qui ferment, faute de doses. Vous le constatez, vous aussi? J'ai dit ce que je pensais sur la vaccination. Nous aurions aimé être associés à l'organisation de la campagne. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une pénurie de vaccins qui oblige à rationner les choses. Prenons notre mal en patience. Mais c'est des vies qui comptent. On se compte par seconde en vie. Il y a des gens qui auraient pu être sauvés s'ils avaient été vaccinés à temps. Absolument, mais malheureusement, les vaccins ne sont pas là. Donc on ne peut pas les inventer et ce serait démagogique de la part de quiconque d'essayer d'imaginer des vaccins qui n'existent pas. Vous mettez en cause l'Union européenne. Sa stratégie a été une défaillance. Est-ce qu'il y a eu encore des retards qu'on aurait pu éviter?
Vous savez, c'est tellement risqué. Regardez, certains pays ont commandé des vaccins qui ne fonctionnent pas, les vaccins AstraZeneca qui sont un peu moins, qui sont moins puissants. Et notamment, j'ai vu que l'Afrique du Sud disait que ça ne marchait pas sur le variant sud-africain. Il y a tellement de risques à prendre pour les hommes et les femmes politiques qui dirigent aujourd'hui la crise. La stratégie européenne est une stratégie qui empêche le chacun pour soi. Et en cela, elle est bonne. Il faut se battre pour avoir le maximum de vaccins. Risque pénal, notamment pour les hommes et femmes politiques, c'est ça qui les entrave ? Nous vivons aujourd'hui avec une épée de Damoclès qui est absolue, c'est-à-dire qu'on nous fait des recours juridiques sur tout. Effectivement, ça va dissuader un certain nombre d'initiatives. Non, ça va dissuader un certain nombre de talents de rentrer en politique, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, être politique, ça veut dire se mettre en danger, ça veut dire se mettre en danger, y compris pénalement, quand on fait juste prendre des responsabilités. Mais vous savez, ce qui arrive aux politiques, c'est ce qui arrive depuis des années aussi aux responsables associatifs, c'est ce qui arrive aussi aux chefs d'entreprise, qui aussi sont en risque pénal s'il arrive le moindre accident dans leur entreprise. Quand on entreprend, quand on prend des risques, eh bien, effectivement, on n'est pas toujours récompensé. On va parler de séparatisme avec la loi qui est étudiée à la fois à l'Assemblée nationale et ce témoignage d'un enseignant de philosophie à Trappes qui est venu sur CNews il y a 2 jours. Il est menacé, placé sous protection policière car il n'a de cesse de défendre la laïcité. Il dit que certains de ses élèves ne se sentent pas français et que nous sommes en guerre face à l'islamisme. Est-ce que vous apportez votre soutien à cet enseignant ? D'abord, j'apporte mon soutien indéfectible à tous les enseignants de ma région, mais de France, parce que je crois qu'aujourd'hui, oui, il y a des pressions communautaires qui s'exercent. Oui, il y a des pressions d'une forme d'islamisme radical qui s'exerce à travers les parents, parfois à travers les élèves, sur les enseignants. Cette pression, il faut la nommer, il ne faut pas avoir peur de dire qu'elle existe, qu'elle est réelle. Et moi, je constate malheureusement plutôt une omerta de survie dans certains établissements, c'est-à-dire une minimisation de la situation plutôt une instrumentalisation de la situation par les professeurs. Au contraire, j'ai l'impression qu'il faudrait renforcer la protection des enseignants pour qu'ils puissent témoigner et puis qu'on puisse les protéger mieux. D'accord, mais comment on combat, encore une fois, ce prosélytisme? Comment on combat cette pression qui arrive sur les professeurs et qui Ce que décrit Monsieur le maire, c'est intéressant parce que ça fait 20 ans qu'il enseigne à Trappes. Ce qu'il décrit, c'est un processus où petit à petit, effectivement, les élèves deviennent de plus en plus contestent de plus en plus un certain nombre de valeurs de la République, refusent certains programmes. Mais nous, on l'a vécu. Quand Latifa Ibn Zlaten est intervenue dans les lycées d'Île-de-France après les attentats terroristes de Toulouse pour témoigner que les djihadistes frappaient y compris les jeunes musulmans quand ils portaient l'uniforme français, c'est-à-dire le fils de Latifa Ibn Zlaten, eh bien, elle a été traitée de mauvaise musulmane par certains lycéens d'Île-de-France. Donc il faut voir cette gangrène islamiste, elle existe, elle est réelle, il faut lutter contre. Lutter contre, ça veut dire signaler les faits, ça veut dire aussi faire de la pédagogie, ça veut dire former, ça veut dire faire des chartes de la laïcité, c'est ce qu'on a fait en Île-de-France. Aucune association en Île-de-France ne peut recevoir 1 euro d'argent public depuis 2017 si elle ne s'est pas engagée à ne pas faire de prosélytisme religieux, à être neutre et à respecter les valeurs de la République. Le maire de Trappes, Ali Rabeh, qui était hier sur CNews, dénonce du militantisme politique de la part de ce professeur de philosophie, dit que certes il y a des problèmes à Trappes, mais qu'on ne peut pas essentialiser. On ne peut pas dire que les 32 000 habitants de Trappes ne se sentent pas français et sont en rupture de la République. Bah, évidemment que non. Évidemment qu'on peut pas attaquer les 32 000 habitants de la ville de Trappes. Ce serait totalement absurde. En revanche, on peut tout à fait relever qu'à Trappes, les courants de l'islamisme radical, tabligh, salafisme, frères musulmans sont représentés. On peut dire aussi que des dizaines d'habitants de Trappes sont partis faire le djihad en Syrie. Ça, c'est la réalité. Faire l'autruche ne sert à rien. Ça ne sert pas à résoudre les problèmes. Alors évidemment, il ne faut pas stigmatiser une ville pour certains de ses habitants, mais notez que certains quartiers de cette ville sont livrés au communautarisme. Ça, on peut le faire. D'ailleurs, une journaliste du Monde l'avait courageusement fait. Deux journalistes du Monde l'avaient courageusement fait, Ariane Chemin et Raphaël Baquet, il y a quelques années. Mais est-ce que le maire de Trappes ne fait pas son travail? Est-ce qu'il ne combat pas assez le communautarisme? En tout cas, il faut être extraordinairement vigilant dans cette ville et il faut y réaffirmer pied à pied les valeurs de la République. Et dès qu'un acte est commis, il ne faut pas
se voiler la face, se faire l'autruche et se voiler la face au sens propre comme au sens figuré. Il faut regarder la réalité en face. Et à prendre des sanctions. Et prendre des sanctions, absolument. Dans la loi. Moi, je suis même partie pour demander un serment sur de laïcité, un serment sur les valeurs de la République pour tous les agents publics qui exercent dans toutes les villes de France, de façon à être sûr qu'ils soient spécifiquement formés à repérer les signaux faibles d'atteinte à la laïcité. Vous savez, on a eu aussi des problèmes dans le mouvement sportif, dans les clubs sportifs. On avait du prosélytisme islamiste dans ces clubs sportifs et on a mis en place... toujours, hein. Oui, mais on a mis en place en Ile-de-France un système très novateur de lanceurs d'alerte. On a formé les cadres du mouvement sportif pour repérer les signaux faibles et ça permet d'exfiltrer les personnes dangereuses qui font du prosélytisme. Et c'est ça qu'il faut faire, pied à pied. Il faut remettre la République partout et il faut être très vigilant. Quand il y a des prêcheurs de haine, il faut les interdire, il faut fermer leurs échoppes s'ils en ont, etc. Un mot de la délinquance. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on coupe les allocations aux familles dont les enfants sont délinquants? Une proposition notamment de Carl Olive, le maire de Poissy, qui a fait voter en conseil municipal la suppression de certaines aides municipales à l'exclusion, je précise, de cantines scolaires, activités périscolaires et allocations familiales. Je crois que l'initiative de Carl Olive est tout à fait justifiée. Face à la délinquance des mineurs qui explose en Ile-de-France. Enfin, c'est un phénomène sur lequel qu'on a beaucoup de mal à enrayer. Face à cette délinquance des mineurs, il faut aussi responsabiliser les parents. Et responsabiliser les parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire même devoir, même droit. On a le devoir de surveiller ses enfants et on a le droit à toute une série d'aides pour aider à mieux les élever et à partir en vacances, à aller dans des associations culturelles. Là, on ne parle pas des allocations familiales, hein, ce n'est pas du ressort des maires. On parle des allocations municipales. On parle en fait d'allocations municipales, par exemple, d'aide aux vacances, d'aide culturelle, d'aide en plus pour les familles. Et ce qu'a voulu faire Carl Olive, c'est vraiment responsabiliser les familles. Il faut évidemment faire cela dans le dialogue. Surtout en connaissant la situation de chaque famille. Parce que c'est évidemment pas la même chose. Je pense, moi je suis une maman, pas la même chose quand on est une mère seule, avec une nombreuse fratrie, et qu'on n'y arrive pas. C'est pas la même chose que quand on est avec des parents qui sont stables, ou peut-être même qui profitent de la délinquance de leurs enfants, parce que ces choses-là arrivent. Bien sûr. Un mot d'une ZAD. Il y a une ZAD qui est en train de se créer en Ile-de-France, sur un terrain à Gonesse, par des militants qui refusent un projet de gare du Grand Paris Express. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'abord, cette ZAD, il faut quand même comprendre qu'elle bloque l'intégralité de la construction de la ligne 17 du métro du Grand Paris Express. L'intégralité, parce qu'il y a un puits qu'on est en train de creuser pour que le tunnelier puisse descendre et creuser la ligne 17. Donc c'est l'intégralité de la ligne et non pas seulement la gare de Gonesse qui est bloquée par cette ZAD. Combien de personnes dans cette ZAD? Ça, j'en sais rien à ce stade. Une centaine, 150? Voilà, c'est ça, à ce stade, une centaine. Mais le sujet, il est simple. C'est une occupation illégale du domaine public qui bloque la réalisation d'un métro qui est attendu par 1 500 000 habitants dans le Val d'Oise. Dans ce territoire de Gonesse, il y a Villers-le-Bel, il y a Garges, il y a Gonesse, il y a Sarcelles, il y a des villes extrêmement pauvres dans lesquelles il y a énormément d'habitants qui attendent ces transports en commun pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller à Roissy, à la plateforme de Roissy, pour pouvoir aller à Saint-Denis. Donc aujourd'hui, priver ces habitants de cette ligne 17, pour moi, c'est tout à fait inacceptable, injustifiable et scandaleux. Donc je demande qu'on fasse respecter la loi, qu'on évacue cette ZAD et surtout qu'on fasse cette ligne 17, qui est une ligne 17 qui est la seule ligne du Grand Paris Express pour le département du Val d'Oise. Un mot sur un sujet de société. Hier, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est prononcé en faveur de la prescription en ce qui concerne les crimes sexuels, pas de consentement avant 15 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Absolument, absolument. Le gouvernement, au démarrage, avait prévu dans une loi de mettre le consentement des mineurs à 13 ans. Pour moi, c'était beaucoup trop jeune.
À 13 ans, on ne peut pas dire qu'un mineur est consentant pour avoir des relations avec un adulte. Ça n'est pas possible. Et je pense que la décision de M. Dupond-Moretti est une décision de sagesse. Donc les Républicains, dont vous ne faites plus partie, je ne fais plus partie des Républicains, je suis une femme totalement libre, je n'exprime que moi et je n'engage que moi. Alors justement, on est à 15 mois de l'élection présidentielle, il n'y a pas de candidat qui se détache, pas de primaire annoncée. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez renoncé ? Il y a une chose à laquelle je n'ai pas renoncé, c'est à faire prévaloir mes idées. Et ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai espace pour les convictions de droite dans ce pays. Il y a un vrai espace dans les sondages, on le voit, mais au-delà des sondages, je vois le président de la République commencer à venir progressivement sur les thèses de la droite, notamment sur un sujet où il était particulièrement faible, le sujet de l'ordre républicain, le sujet de la sécurité. Je le vois arriver, mais le en même temps, sur ces sujets de sécurité, ça ne marche pas. On parlait de séparatisme, on parlait d'islamisme. On voit bien qu'il y a tout un volet dans la loi séparatisme qui manque. Le volet de l'égalité femmes-hommes, par exemple. Eh bien, donc, il n'arrivera pas à être le candidat de la droite. Et je pense que les Français préféreront l'original à la copie, c'est-à-dire un vrai candidat de droite. Et est-ce qu'il faut une union des droites face à Emmanuel Macron ? C'est quoi l'union des droites ? Une union des droites, tous azimuts. Pour moi, l'union des droites, c'est le centre droit, les Républicains. À l'exception du Rassemblement national. Et c'est une frontière absolument infranchissable avec l'extrême droite. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.